J'ai été atteinte de la maladie qui s'appelle la drépanocytose. Dans la nuit, en fait, j'ai pas répondu aux infirmières et que c'est comme ça qu'elles ont compris que j'étais partie, en fait. D'accord. Ils ont dû ouvrir la partie droite, il me semble, de mon crâne. Mais si j'étais pas allée à l'hôpital cette nuit-là, je serais morte à la maison. J'avais l'impression de renaître. Je me suis dit, donc c'est ça, avoir la santé. Mais c'est un cadeau, mais c'est tellement bien. J'étais heureuse, mais tous les jours, j'étais tellement heureuse. Donc là, tu vis ta vie à plein C'est ça. dedans. Pour moi, c'était très étrange de pas aller à l'hôpital. Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission À cœur ouvert. Et aujourd'hui, nous recevons une personne qui nous racontera son témoignage. Et pour cela, je ne vais pas tarder et je vais me tourner vers elle afin qu'elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Okay. Aujourd'hui, je suis heureuse de te recevoir du coup sur le plateau d'À cœur ouvert. Et je vais te laisser de manière très instantanée nous raconter ton témoignage et ce que tu as vécu. D'accord, merci. Alors, j'ai été atteinte de la maladie qui s'appelle la drépanocytose, aussi connue sous le nom de la maladie de la douleur. Du coup, j'ai appris dès la naissance que j'étais atteinte de cette maladie. Les douleurs ne se sont pas manifestées très tôt, c'est-à-dire que mes premiers mois, dès que je suis née, j'en faisais quelques crises de douleur. C'est ma mère qui m'a raconté, mais ça s'est très vite calmé. Dès que j'ai eu 1 an ou 2 ans, j'ai arrêté d'en faire jusqu'à mes 13 ans. Je ne suis pas allée à l'hôpital, ni rien. J'avais juste un traitement d'antibiotiques, mais que moi je prenais, je pensais que c'était normal. Et voilà, j'étais très active, je faisais du sport. Sauf qu'à mes 13 ans, quand j'ai eu ma première crise, j'ai pas trop compris. Je trouvais ça extrêmement bizarre. Et du coup, je suis allée à l'hôpital. J'y suis restée 1 semaine. J'ai été couverte de cadeaux, donc j'étais trop contente. Et après, je suis rentrée à la maison et j'ai plus eu de crise pendant 1 an et demi. D'accord. Ensuite, ça s'est enchaîné vers mes 14-15 ans, où là, j'ai commencé à avoir des crises de douleur qui étaient plus fréquentes. D'accord. Et du coup, ça a commencé à s'empirer. Et est arrivée l'année du lycée, où là, j'ai commencé à faire la totale. J'ai vraiment enchaîné les crises de douleur tous les 2 mois, tous les 2-3 mois. C'était hôpital. Et du coup, j'ai fait plusieurs crises qui ont touché certains de mes organes, qui fait que j'ai déjà dû être opérée plusieurs fois. Ensuite, j'ai fait un AVC. C'était l'année du bac. D'accord. Donc là, c'est quand le sang arrête de circuler correctement dans le cerveau, et c'est dû à la drépanocytose en fait. Et du coup, j'ai été dans le coma pendant 3 jours. Donc tu as 16 ans. Donc tu vis ton premier AVC qui est causé par ta maladie, donc la drépanocytose. Et tu vas donc tu es à la limite de perdre la vie, on est d'accord? Oui. Donc si je reviens un peu sur le début de ton témoignage, donc dès le départ, tes parents t'ont fait de la prévention par rapport à la maladie que tu avais. Est-ce qu'on t'a expliqué ce que c'était? Est-ce que tu as un spécialiste, peut-être, qui t'a expliqué qu'est-ce qu'était la drépanocytose? Comment est-ce qu'on pouvait être atteint de cette maladie-là? Ou comment est-ce qu'on pouvait faire pour vivre avec? Est-ce que tu as eu de la prévention par rapport à cela? Alors, moi, personnellement, j'étais dans le déni le plus total. D'accord. C'est-à-dire que je voulais rien entendre et je voulais rien savoir. D'accord. Donc, j'ai jamais demandé quel risque je pouvais avoir ou quoi. Moi, je voulais vivre ma vie et ne pas être à l'hôpital. Donc, les 13 premières années, ça a très bien fonctionné, cette méthode. Mais quand ça a commencé à se compliquer, j'essaie de comprendre sans vraiment comprendre. Donc je pense que c'était plus ma mère, mon père qui peut-être s'informaient eux de leur côté. Mais moi je voulais rien entendre, tout simplement parce que
plus tu en sais, plus tu as peur. D'accord. Et je voulais pas être dans cette bulle de peur, état d'esprit de peur, etc. Donc effectivement, j'avais un suivi. J'ai eu de très bons médecins qui m'ont bien entouré, des pédiatres, etc., qui m'expliquaient, qui essayaient de comprendre ce qui se passait avec moi, etc. Mais c'est vrai que le refus d'en savoir plus était plus de ma part. Est-ce que tu considères ça comme de la protection, de l'autoprotection? Tu voulais peut-être te protéger de cette réalité qui était donc du coup ça faisait de toi une personne un peu plus forte parce que tu n'acceptais pas vraiment cette maladie, c'est ça? C'est ça. Mes parents m'ont dit de jamais l'accepter. D'accord. Ils m'ont dit de jamais me considérer comme malade. D'accord. Donc après j'avais une routine de vie. Quand on est drépanocytaire, on n'a pas le droit de faire énormément de sport. D'accord. Quelles sont les interdictions mis à part le sport? Alors, pas de sport. Je devais boire 3 litres d'eau par jour. D'accord. Éviter toute situation stressante. Les voyages, etc. L'avion, c'est peut-être un petit peu déconseillé. D'accord. Donc, juste mener une vie calme, simple. Okay. Et voilà. Mais du coup, ça veut dire que ces restrictions, 13 premières années, je les ai pas vraiment suivies. Je faisais 6 sports. J'aimais trop ça, très active. Et à partir de quand j'ai enchaîné les crises de douleur, c'est là où mes parents ils ont dit non, stop, ok. Donc le sport, on arrête. J'en faisais plus, même à l'école. J'ai arrêté le sport. Ils me faisaient en sorte que je boive tout le temps de l'eau, que je prenne mes médicaments parce que j'étais têtue sur ça aussi. J'avais horreur des médicaments, mais ils faisaient attention que quand je pars à l'école, je les ai pris. Quand je reviens le soir, je les prends, etc. parce qu'ils voulaient éviter justement les crises. D'accord. Donc, on revient du coup à ce moment fatidique où tu fais ton AVC. Comment tu te sens à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, je savais pas que je faisais un AVC. D'accord. Ça se passe comment? Donc, j'avais fait une crise de douleur. J'étais allée à l'hôpital. J'y suis restée 1 semaine. D'accord. Je suis rentrée à la maison. Et quand je suis rentrée à la maison, je voulais directement repartir à l'école le lendemain. D'accord. Mes parents voulaient pas, mais moi, je disais que j'allais très bien. Donc, je voulais retrouver les copines, etc. Donc, je suis retournée à l'école. Et le soir même, j'ai eu une douleur. D'accord. Sauf que c'était très étrange parce que normalement, j'enchaîne pas 2 fois les douleurs dans la même semaine. Il y a toujours un délai d'1 mois quand même, 1 mois et demi, 2 mois avant d'enchaîner la douleur. En termes de crise, je connaissais mon corps. Et ce n'était pas normal que j'ai une douleur aussitôt alors que je sortais de l'hôpital. D'accord. Du coup, ça veut dire que je me sens pas bien. Donc, je voulais pas retourner à l'hôpital. J'ai dit que cette douleur, je la gère à la maison avec les antidouleurs que j'ai. Et donc, je suis restée à la maison et j'étais vraiment pas bien. Sauf que mes parents, ils partaient parce qu'ils partaient sur Paris. Il y avait un enterrement. D'accord. Du coup, moi, je suis restée avec ma grande sœur qui était majeure et j'allais pas du tout bien. Je comprenais pas ce qui se passait. Et mes parents sont très croyants. Je suis croyante également et ils priaient énormément. Et moi, je priais énormément et j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Je comprends pas. Je sentais que j'étais en train de perdre la vie. Je voulais pas le dire, mais je sentais que j'étais en train de perdre la vie parce que je me sentais pas bien. Je me sentais partir et je voulais pas inquiéter mes parents, etc. Du coup, je prenais les médicaments et en fait, je faisais que de dormir et de me réveiller toute la journée. Je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. J'arrivais pas à me déplacer, je voyais flou. Donc, je me sentais partir. Et mes parents, ils priaient pour moi, mais eux, ils étaient sur la route. Et moi, je priais également parce que je disais au Seigneur que là, je veux pas mourir. J'ai fait cette prière. J'ai dit que je veux pas mourir, mais je sens que ça va pas. Et que c'était pas une douleur comme les autres douleurs. Parce que je sentais que j'avais mal au dos, mais que ça allait plus loin que ça. Du coup, vu que j'étais pas en état, ma grande sœur, excusez-moi, elle en a eu marre et elle a appelé les ambulanciers. Du coup, ils sont venus me prendre et la petite anecdote, ils ont dit bah encore vous, on était là la semaine dernière et du coup, ça veut dire que je suis repartie avec eux et je me souviens juste un flash de moi dans le lit d'hôpital, ma grande sœur qui essaye de me nourrir et je ferme les yeux et après je me réveille 3 jours plus tard en salle de réanimation. D'accord. Donc là, tu as 16 ans,
t'es même pas encore majeur. Est-ce que tu sais le sentiment, est-ce que tu saurais définir le sentiment que tu as à ce moment-là? Quand je me réveille? Quand tu te réveilles. Alors, quand je me réveille, je comprends pas déjà ce qui se passe, parce que je vois ma mère, mais pour moi, on s'était quitté le jour où elle partait. Et je me rappelle de son regard où elle était toute chamboulée. Et moi, c'est moi qui mesurais pas la gravité de ce qui s'était passé. Donc, on m'a expliqué. On m'a dit que dans la nuit, en fait, j'ai pas répondu aux infirmières et que c'est comme ça qu'elles ont compris que j'étais partie, en fait. Et elles ont fait code rouge, etc. Mais si j'étais pas allée à l'hôpital cette nuit-là, je serais morte à la maison. Parce que du coup, elles ont pu réagir assez vite. Et on m'a opérée. Et quand je me suis réveillée, du coup, je vois ma mère qui est toute chamboulée. Moi, j'avais l'impression de ressembler à un monstre. C'était horrible. C'est-à-dire? J'avais le bandage autour de la tête, du sang à côté de moi. Je comprenais pas ce qui se passait. J'arrivais pas à m'exprimer. Je pouvais pas marcher parce que du coup, on a des séquelles. Du coup, on perd quelques facultés. Et même les médecins, ils m'ont dit ils étaient pas sûrs que j'allais tout retrouver. Même la mémoire, des fois, peut être un petit peu endommagée. Donc, en fait, je me suis dit, déjà, je me bats avec la drépanocytose. Et là, j'ai de nouveau ce combat où je vais devoir récupérer toutes mes facultés. Je me suis dit, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Tu m'as dit tantôt que tu étais croyante. Donc, à ce moment-là, quel est ton sentiment envers Dieu? J'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi toi? Ouais, pourquoi moi? Pourquoi toi? Ça fait trop pour une seule et même personne. J'ai dit, pourquoi moi? Je t'ai dit un peu, je me suis déjà battue avec cette maladie toute mon enfance. Et là, en voilà une autre. Ouais. En voilà une autre. D'accord. Ouais, tu lui en as voulu à Dieu? En fait, j'en ai jamais voulu. Je sais que c'est bizarre quand je dis ça. Je lui ai demandé pourquoi moi, mais je lui en ai jamais voulu directement parce que je savais que c'était pas c'est pas Dieu qui me donne cette maladie. Et je me disais toujours que il y a pire. D'accord. Je pensais toujours que il y a pire. Wow. Il peut toujours y avoir pire. Pense à ceux toi, t'as la chance d'être en France, que dès que t'as mal, t'as des soins immédiats. Il y en a qui n'ont pas cette chance. Donc, c'est toujours ce que j'essaie de relativiser. Wow. Pour, tu l'as puisé où, cette force-là? Dieu. Très bien. T'en as pas voulu à Dieu, mais est-ce que t'en as voulu à tes parents? Peut-être de ne pas avoir fait les examens adéquats pour ne pas faire un enfant qui puisse du coup être atteint de la drépanocytose. J'ai toujours été contente que mes frères et sœurs n'aient pas cette maladie. Ça, j'ai toujours été contente. Mais est-ce que j'en veux directement aux parents? Non, dans le sens où, si j'en veux, qu'est-ce que ça va changer? Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. On peut pas changer le passé. Donc ça sert à rien de s'attarder sur... je préfère m'attarder sur des choses que je peux changer plutôt que le passé. J'étais pas là, donc... Quelle sagesse, quelle sagesse. Je suis vraiment, comment dirais-je, très, très, très fan de cette sagesse, de comment est-ce que tu prends les choses. Donc, du coup, tu es sur ce lit d'hôpital. Je reprends le terme que tu as donné. Tu te vois comme un monstre. Tu te vois comme un monstre avec un bandage autour de la tête. Qu'est-ce qui se passe après cela? Du coup, après cela, on a la rééducation. Donc, on me met en place donc des kinés, etc. On me met dans une chambre. Et là, on me dit, va falloir laisser ton corps se remettre de ce qui s'est passé. Et moi, déjà, j'aime pas l'hôpital à la base. Et quand je vais à l'hôpital, j'ai qu'une envie, c'est sortir de l'hôpital. Donc moi, je pensais qu'à la sortie. Et c'est vrai que c'est cette période où j'ai été la plus désagréable. Je voulais voir personne. Et je voulais que personne vienne me voir. Même les infirmières, c'était ma limite parce que j'en pouvais plus. C'était en fait tes parents, ni tes frères et sœurs. L'hôpital, on a l'impression d'être dans une prison. Donc ça veut dire, j'étais là, vous venez me voir ou vous pouvez ressortir. Moi, je peux pas. Je suis obligée de rester sur mon lit d'hôpital et ça devenait pesant. C'était vraiment le fait d'être enfermée
En plus, tu vois le dehors, la vie continue, et toi, t'es en pause, et tu peux rien faire parce que même si dans le mental, tu te dis que c'est bon, ton corps, pour l'instant, il suit pas. Ton corps, pour l'instant, il peut pas. Donc, t'es obligé de rester là. Donc, tu préfères couper toutes les lignes, tout contact, limiter tout contact avec l'extérieur pour ne pas, on va dire, devenir plus élevé. Oui, je donnais pas de nouvelles, rien. Donc il y avait seulement. Si, ma famille venait. Ma famille venait me voir. J'ai aussi une amie qui était venue, mais sinon je préfère pas parce que j'ai l'impression de pas avoir le contrôle sur la situation. Je sais pas quand je vais sortir. Je sais pas. Donc pour l'instant, je préfère. Tu préférais rester dans ma chambre et compter les jours. D'accord, très bien. Donc, tu passes par l'étape de la rééducation. Donc, tu réapprends un peu, après cet AVC, du coup, tu réapprends à marcher. Oui. Tu réapprends à manger, peut-être? Oui, j'avais du mal avec manger. D'accord. Et tu as perdu aucune faculté intellectuelle? Alors, donc c'était l'année du bac, des petits trous de mémoire par rapport aux cours. Donc ça, c'est pas ce qui m'inquiétait le plus. Je voulais surtout réapprendre à marcher. Le poids, le stabiliser parce que du coup j'avais perdu énormément de poids, donc essayer de remanger, etc. Donc c'était plutôt ça, physique, le combat, et après à l'école on allait voir. D'accord. Donc à ce moment-là tu es dans l'année du bac et tu n'as que faire en fait d'obtenir ton bac ou pas. C'est ça. Ce que tu veux, c'est vraiment ressortir en bonne santé. C'est ça. Et retrouver la personne que tu étais dans sa totalité. Voilà. D'accord. Donc, après cette période de rééducation, tu réapprends à marcher, etc., etc. Quand tu sors, comment se passe la sortie et le retour à la maison? Alors, quand je sors, je suis très contente parce qu'il y avait le persan. Donc, c'est les 100 jours avant le bac où il faut que tu sois jolie. D'accord. Donc, maman m'avait acheté la robe que je voulais depuis. Donc, je ressors. Et quand je ressors, maman me fait toujours des plats, mes plats congolais préférés. D'accord. Donc, elle m'aide aussi à reprendre un peu de poids, un peu la confiance en soi. Il y a une partie de ton crâne qui est rasée, donc les cheveux ils sont perdus. T'as une grosse cicatrice. C'est pour ça que je disais que je ressemblais un peu à un monstre. Pourquoi tes cheveux sont rasés? Parce que pour opérer, ils ont dû ouvrir la partie droite, il me semble, de mon crâne. D'accord. Et du coup, on voyait bien comment ça a été recousu, et c'était très très moche. Okay. J'ai interdit toute prise de photos parce que maman elle voulait, mais tu verras plus tard, tu voudras. Je dis non, et parce que c'était des souvenirs que tu voulais pas garder. C'est ça. Donc ouais, c'était difficile même de se retrouver jolie, etc. Tu perds du poids, tu perds tes cheveux, t'as une grosse cicatrice qui est pas jolie. C'était un petit peu pesant, mais voilà. D'accord. Donc, tu retrouves les plats congolais de ta mère, tu te fais belle pour les 100 jours avant le bac. Comment se passent les choses après cela? Après cela, j'ai du mal, du coup, à lire et la concentration. D'accord. Du coup, c'est-à-dire que les cours, j'avais du mal à re-rentrer dedans. Les professeurs, c'était pas facile parce qu'ils comprenaient pas. Quand t'es drépanocytaire, ils peuvent pas forcément comprendre parce qu'il faut savoir que un jour tu peux être bien, le lendemain t'es pas bien, et ça c'est pas tout le monde qui peut le voir. Donc ça veut dire que j'ai dû entre guillemets travailler moi-même. D'accord. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à avoir mon bac. Donc ça c'est déjà ça. Wow. Et de toute façon, je l'ai eu, et puis je me suis dit, en fait, je me suis pas mis la pression par rapport à ça. Et Dieu merci, mes parents ne m'ont pas mis la pression. J'ai toujours dit que même si je devais repasser l'année, c'est pas grave parce que ce n'était pas de mon fait de toute manière. Tout à fait. Alors, donc tu obtiens ton bac. Oui. Qu'est-ce qui se passe après cela? Donc tu passes quand même par une étape très difficile où tu as failli perdre la vie en faisant ton AVC, en étant 3 jours dans le coma. Malgré ça, tu en ressors vainqueur et la maladie en sort vaincue. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, le processus de la maladie, ça se calme? Tu continues à avoir tes crises? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe après, c'est que convocation de ma pédiatre avec mes parents directement, hein, et
on me l'a fait clair, Azilise, il te faut une greffe. Voilà, c'est là où on m'a vraiment réellement parlé de la greffe. Alors on m'en avait parlé un petit peu, peut-être quelques mois avant l'AVC, mais juste en survolant. Mais là, on me l'a dit vraiment noir sur blanc, Azilise, il te faut la greffe parce que vu des résultats, vu de comment tes crises s'enchaînent, tu peux mourir à tout moment. D'accord. Donc, au début, j'ai refusé la greffe. Quand on m'a demandé, j'ai dit non. Parce que... Pourquoi tu refuses? En vue de tous les côtés négatifs, on passe par une chimiothérapie. J'ai 17 ans, vous voulez que je fasse une chimiothérapie, ça veut dire que je vais reperdre mes cheveux, alors que je les avais déjà perdus. Excuse-moi, donc à ce moment-là, le côté esthétique vaut plus que ta maladie. Oui. À 17 ans, tu te dis, je me dis non, être belle, mais... je vais reperdre mes cheveux, je vais reperdre du poids. La chimiothérapie, c'est pas rien. Et la greffe de moelle osseuse, t'as des chances de rejeter ton donneur en plus. Et je me dis, repasser encore par tout ça, non, je suis pas... C'était trop lourd pour une... Je suis pas assez forte. Jeune fille. J'ai dit non, c'est pas possible. Après, il y a l'histoire de, faut faire attention à notre cycle, les ovaires, etc. Faut en prendre un petit peu pour pouvoir les congeler. Moi, tout ça, ça faisait, dans ma tête, c'était trop. À 17 ans, tu refuses du coup l'option de la greffe? C'est ça. Je me suis dit non, par rapport, en vue de tous les côtés négatifs. J'ai plus regardé le négatif à ce moment-là que le positif. D'accord. Qu'est-ce que ta famille te conseille? Et du coup, ça veut dire que c'est moi qui ai le dernier mot, pas mes parents. Et mes parents n'étaient pas d'accord. Je l'avais dit devant le médecin en fait. Donc ça veut dire les médecins, ils vont pas forcer la chose sur toi. Très bien. Donc t'imposeront pas du coup. C'est ça, c'est ça. Et elle me l'avait bien dit, on va pas te l'imposer. On te la propose parce qu'on voit que c'est la seule solution. Parce qu'il faut savoir que j'avais essayé énormément de traitements. J'avais le traitement du cyclose, qui est une forme de chimiothérapie, mais moins agressive. C'est un médicament qu'on prend tous les jours. J'avais les transfusions. Donc on m'enlève du sang, on m'injecte du sang. Et ça, j'avais ça quasiment des fois toutes les semaines, des fois toutes les 2 semaines. Donc c'était déjà pesant, mais ça ne fonctionnait pas, ça n'arrêtait pas mes crises. C'est pour ça qu'est venue l'option de la greffe, ce que j'ai compris, que c'était la dernière solution. Et mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec ma décision. Ils m'ont dit, mais tu préfères mourir plutôt qu'avoir une greffe et peut-être t'en sortir? Non mais Azilise, c'est pas possible. Ils m'ont dit, tu penses pas à nous qui te regardons? Genre, ils m'ont dit, là, tu penses qu'à toi, parce que nous, on te voit, même si on le vit pas, on te voit tout le temps aller à l'hôpital, souffrir, et ça devient aussi pesant. Et j'ai pris en compte ce facteur-là aussi. J'ai pris en compte ce facteur-là, et je me suis dit, vu qu'on me l'avait proposé, c'est en été, je me suis dit, je me laisse l'été pour réfléchir un petit peu. Et du coup, j'ai passé mon été. J'ai pas fait de crise cet été-là. Donc ça, c'était bien. Et arrivé en septembre, j'ai donné le go. J'ai dit bon, on le fait, c'est parti. Donc là, tu as 17 ans. Tu acceptes donc de te faire greffer. Donc la greffe est la dernière solution parce que sinon tu meurs. C'est ça. Tu meurs. La prochaine crise que tu aurais faite, tu aurais vu que j'avais déjà fait l'AVC, c'était risqué en fait. Donc avec l'aide de ta famille, tu acceptes cette greffe. C'est ça. Comment se passe du coup Alors c'est un long processus, hein. Évidemment, en fait, moi j'avais des calculs dans la vésicule biliaire. Du coup, fallait déjà enlever ça. Donc c'est déjà une opération. Ensuite, fallait que on m'installe un PAC. Donc c'est une chambre pour pouvoir chez toi. C'est ça, c'est une chambre pour pouvoir te prélever du sang. Parce que je n'avais plus de veines. On m'avait trop perfusé, trop piqué, trop prélevé de sang, que les veines ne donnent plus parfois. Et du coup, je me souviens qu'on avait essayé de me piquer dans les pieds, tellement je n'avais plus de veines dans les bras. Et du coup, on a dû m'installer la chambre, parce que quand on fait le processus de la greffe, on aura besoin de beaucoup de sang. Donc on m'a installé la chambre. La chambre, c'est encore une opération.
Du coup, ça veut dire que tout ça, ça prend du temps. C'est un processus. Et au final, on a mis ça en place. On a mis ça en place à mes 18 ans. Donc, c'était bon. C'était le go. Donc, il y a 1 an qui s'écoule. C'est ça. Entre le fait que tu acceptes de te faire greffer et le temps de la greffe. C'est ça. Est-ce que tu as voulu te rétracter entre-temps? Non, je n'ai pas voulu me rétracter parce qu'une fois que j'ai une idée en tête, je vais au bout de l'idée. J'ai donné le go, donc c'est parti. Mais il en est venu la période du Covid où c'était difficile parce que toutes les opérations étaient mises en pause, en suspens. Du coup, avec mes parents, on s'est dit est-ce que ça va être mis en suspens ou pas? Sauf que ma pédiatre a dit non. Elle s'était réunie, oui, avec même les médecins de Paris, etc. Elle avait dit non. Aziz, il faut qu'on la greffe cette année. C'est pas possible. Donc j'étais passée. Et donc en septembre, on commence. Donc on rentre dans une chambre stérilisée. D'accord. Et non, avant de rentrer dans la chambre stérilisée, il y a d'abord 1 semaine de chimiothérapie. Voilà, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est la pire semaine. La chimiothérapie, c'est horrible. J'ai l'impression qu'on te vide le corps, que tu deviens un légume, que le poids que j'ai perdu, tu deviens fade, parce que du coup, elle est un petit peu intense, vu que c'est rapide. Et on m'avait dit que c'était pas sûr que je perde mes cheveux. Donc, je m'étais accrochée à cette idée-là et je n'avais pas rasé mes cheveux. Et du coup, quand j'ai passé donc la chimiothérapie, qui était horrible, donc là, on n'a plus de système immunitaire. Hein. Donc, je rentre en chambre stérile automatiquement. Donc, une chambre stérilisée, c'est vraiment où tout ce qui passe est contrôlé. Donc, même mes vêtements, j'avais droit que à des vêtements en coton. Mes parents, s'ils devaient venir me voir, c'était avec une tenue spéciale, masque, et ne pouvaient pas m'approcher. Et les amis, évidemment, n'avaient pas le droit. Et du coup, la donneuse, c'était ma maman. Donc, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que maman, elle avait donné, elle aussi, elle était restée hospitalisée 3 jours, le temps de l'opération. Et donc, la greffe, c'est donc on t'injecte les cellules donc du donneur. Et ça prend quelques heures. Et après, il faut voir si ton corps va les accepter. C'est là où il y a tout ce challenge, ce risque, ce dilemme. Et pour pas te retrouver sans rien, vu qu'on a tué tes cellules à toi, si tu n'acceptes pas les cellules de ton donneur, t'as plus de cellules. Donc, on attendait de voir que mon corps accepte bien. Et par la grâce de Dieu, il a bien accepté. Mais par contre, c'était long. J'ai fait vraiment beaucoup de réactions. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? On fait beaucoup de fièvre. Beaucoup de fièvre et des douleurs. Alors, c'est pas des douleurs de drépanocytose, mais c'est des douleurs, je sais pas vraiment comment les expliquer, mais on n'est pas bien. On n'est pas bien. On vomit énormément. On a du mal à manger. On me nourrissait par le nez. On m'injectait de la nourriture parce que je n'arrivais pas à manger. Donc, c'était un processus long et difficile. Et je suis restée du coup de septembre à fin novembre à l'hôpital. Donc, vous imaginez bien que c'est bien long. Et une fois passé, le moment le plus difficile que j'ai géré, c'était, j'en reviens encore, aux cheveux. Parce que les cheveux, ils sont tombés du jour au lendemain. Donc, tu t'y attendais pas? Je m'y attendais pas parce que, comme dit, j'avais l'espoir. Je m'étais accrochée à l'espoir que bon, c'est 1 semaine de chimio. Peut-être que ça va pas faire autant de dégâts ou autre. Et au final, je me réveille un matin et je vois mes cheveux sur l'oreiller. Donc, ça veut dire que ils sont tout tombés. Ils sont tombés. Là, et tu pleures, voilà. Tu fonds oui, j'ai pleuré et plus la perte de poids. Donc, on perd confiance en soi en tant que femme, je trouve, parce que voilà, on a surtout moi qui aime bien m'apprêter, etc. Là, quand je me vois dans cet état, plus de cils, parce que c'est vraiment pas que les cheveux, c'est vraiment même les sourcils, les cils, il y a tous tes poils qui partent. Et du coup, c'est pas grave, on continue le processus. En fait, je me dis que le bout du tunnel arrive et que de toute manière, c'est lancé, donc faut y aller. Et j'ai réussi à sortir en fin novembre avec
énormément de restrictions. Alors moi qui aime pas prendre des médicaments, j'en avais une tonne à prendre parce que il y a possibilité de rejeter même 1 an après la greffe. Donc il fallait vraiment être très vigilant. Donc j'avais énormément de médicaments. On a des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Donc ça veut dire que comme on est comme un congolais, tu pouvais pas. C'est ça, on est comme un nouveau-né qui vient de naître. Du coup, ça veut dire que il y a comme les bébés, il y a des choses que tu peux manger, d'autres choses que tu peux pas manger. Ça. Donc exemple tout bête, faut faire attention aux dates de péremption, tout ce qui est fast-food, non, interdiction, parce qu'il y a des fois des petites bactéries qui traînent, etc. Faut vraiment manger des produits sains, frais et faits immédiatement, même si on les laisse au frigo et les manger le lendemain, ce n'est pas conseillé. Donc il fallait vraiment faire attention. Donc j'avais un processus qui était très strict. C'est ça. Quant à ton alimentation. Donc c'est ça. Tu te fais opérer, donc pendant 1 an, tu vis encore avec des restrictions. C'est ça. Même si tu es chez toi, tu as encore l'impression d'être J'ai encore des restrictions. Exactement, car je n'avais pas le droit de sortir de chez moi. Ah, donc parce pendant 1 an, tu es enfermée encore chez toi. Que le Covid circulait, j'avais interdiction d'attraper le Covid, évidemment. Tu n'as pas de visite? Donc, pas de visite. J'ai pas le droit mes amis, j'avais pas le droit qu'ils viennent me voir à la maison, etc. Comment tu communiques avec tes amis à ce moment-là? Téléphone. D'accord. Téléphone. Donc, il y avait que le téléphone. Et voilà, bah, j'étais un peu triste, mais c'est le processus, c'est comme ça. Et ça a duré donc 6 mois après la greffe. Donc, on reste à la maison. On ne sort pas. J'ai respecté ça. Et après, petit à petit, on commence à sortir. Petit à petit. Mais il faut toujours faire attention, toujours rester vigilant. Et là, on arrive 1 an après la greffe. Donc, tout est bien. Tout se passe bien. On divise mon traitement en 2. Enfin, j'ai plus autant de médicaments à prendre. Donc, ça, c'est bien. Mais on arrive donc 1 an et demi en décembre, après la greffe. Et de là, je me sens pas bien. Tu fais une rechute. Je fais une rechute. Je me sens pas bien et je comprends pas ce qui se passe parce que je sais que c'est pas une douleur de drépanocytose. C'est une autre forme de douleur. J'avais mal à la nuque, j'avais mal aux yeux, j'arrivais pas à voir la lumière, ni vraiment à marcher. Et vient le moment où j'hallucine complètement. T'as des hallucinations? Des hallucinations. Donc j'attaque un petit peu les membres de ma famille apparemment. Et du coup, ils appellent les ambulanciers et je me retrouve en réanimation parce que j'ai fait une méningite, tout simplement. Et donc, je me retrouve de nouveau 3 semaines à l'hôpital. Parce qu'en fait, du coup, la greffe, tu pensais être sauvée. C'est ça. Mais en réalité, tu étais beaucoup plus vulnérable face à certaines maladies. C'est ça. Voire des maladies anodines. Parce que tous tes vaccins, depuis que t'es bébé, ils disparaissent. Donc tu dois tous les rattraper au fur et à mesure. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on t'a déjà... Si, ça on me l'avait dit. Ça on me l'avait dit. Et j'avais rattrapé, donc, mais les vaccins, on peut pas tous les faire d'un coup. Donc 1 an, 2 ans, c'est sur de longues années qu'on rattrape les vaccins. Et pourtant, j'en avais fait un, mais ça n'a pas suffi pour me protéger du coup de cette bactérie parce que la méningite, c'est une bactérie qui inflamme les tissus du cerveau en fait. C'est pour ça que j'ai pu halluciner, etc. Et bah, c'est dangereux et ça te bloque. Enfin, le cerveau, c'est ce qui contrôle tout un petit peu. Et du coup, je suis restée 3 semaines à l'hôpital, comme dit. Et je me suis dit encore. Non, mais alors là. Ah, tu te retrouves, t'as l'impression de te retrouver à la case départ. Ma pédiatre, elle me dit, bah, t'es pas chanceuse. Parce que elle a dit, ça peut arriver, mais que c'était rare. C'est des chances qui sont minimes. Que c'est des chances qui sont minimes. Et là, minimes. c'est quoi ton sentiment? Tu te dis que, là, Seigneur, je suis fatiguée, au fait. Oui. Toujours moins. C'est ça. Et je peux le dire encore parce que 5 mois plus tard, en avril, j'en fais une deuxième. D'accord. Donc, deuxième. Une deuxième. Et ça, c'est un cas encore plus rare. D'accord. Ça, c'est un cas encore plus rare. Je fais une deuxième rechute. Et là, est-ce que tu te dis peut-être que la greffe n'a pas fonctionné correctement? C'est ça. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème avec la greffe ou quoi? Et ils me disent, non, c'est en fait, c'est le système immunitaire qui se remet. Tout à chacun. Et pour l'instant, ton corps n'est pas assez fort pour se battre tout seul, en fait. Et du coup, faut continuer le traitement, faut continuer les médicaments. Le docteur qui me disait souvent, tu es sûre que tu prends bien ton traitement, Célise? Je me souviens, elle me dit, pardon. Tu prends toujours son traitement, etc. Et
Et du coup, j'ai continué. Et même des années après, je me demande mais où j'ai trouvé la force, parce que quand je le raconte, j'ai trouvé la force de continuer, parce que par moments, j'en pouvais vraiment, mais vraiment, vraiment plus. C'était trop difficile. Est-ce que tu as voulu mourir? Tu as voulu te donner la mort? Alors oui, mais il y a une chose qui me rattrapait toujours. Je suis croyante. Okay. Et quand on est croyante, il y a toujours cette phrase qui, si Dieu t'a donné la vie, c'est pas pour que tu te l'ôtes. Et que je m'accrochais toujours à ce Dieu, il a un plan pour toi, il t'aime, etc. Il va pas te laisser souffrir indéfiniment comme ça. C'était toujours vraiment ce que je me disais. Je me disais, un jour, je verrai le bout du tunnel. Tu as une famille, tu as des enfants, etc. T'as encore plein de choses à vivre. Alors même si là, c'est pas facile, vraiment, je m'accrochais à cette idée que dans le futur, ça va être mieux. Et est-ce que du coup, ta foi, quelle place du coup ta foi avait vraiment la première place, ce qui t'a vraiment aidé quand même à, bien que les médecins, en effet, ont été ceux qui t'ont soigné, mais la foi, c'est ce qui t'a gardé forte durant toute cette période. Donc, si on repart un peu dans ton témoignage, donc de tes premières crises à partir de 13 ans jusqu'à ta greffe. Donc, c'est ta foi qui t'a gardé. C'est vraiment ma foi qui m'a gardée, parce que même les médecins d'ailleurs m'ont appelée la miraculée après tout ce que j'ai vécu. Et comme dit, même Dieu peut mettre sur ton chemin de bons médecins. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir de bons médecins qui ont été compréhensifs, parce qu'en plus de faire leur boulot correctement, le côté humain était quand même là. On s'est toujours, je me suis toujours sentie écoutée, toujours bien entretenue, etc. Bien prise en charge, et ça c'est une grâce quand même. Et comme dit, je priais toujours, je disais toujours, Seigneur, je veux pas mourir. Je suis venue au monde, c'est pour vivre une bonne vie. Je vais pas rester dans cette situation. Et comme dit, et mon père il disait toujours, les prières que tu fais aujourd'hui, tu sais pas pour quand elles vont se réaliser. Il me dit, c'est pas parce que tu pries maintenant que ça va être prêt dans 5 minutes. Tu sais pas pour quand tu pries, en fait. Donc, c'est toujours ça qui me donne l'espoir de je prie. En gros, tu semais tes petites graines pour les récolter au moment opportun. Exactement. Donc, tu fais cette greffe, on t'appelle la miraculée. Aujourd'hui, du coup, on est 3 ans plus tard. C'est ça. Comment se passe la vie, du coup, après cette première greffe, cette seule et unique d'ailleurs greffe qui t'a sauvé, du coup, je peux dire, de la drépanocytose. Comment se passe ta vie? Tu n'as plus de symptômes, c'est fini, tu vis une vie normale? C'est ça. Alors, au début, c'était super bizarre. Là, je vous parle après les méningites, etc. Donc, 2-3 ans après la greffe, j'ai toujours un suivi régulier. D'accord. Quelle est la fréquence? 1 an après la greffe, c'était toutes les semaines. D'accord. Après, 1 fois par mois. D'accord. Après, 1 fois tous les 3 mois. D'accord. Et après, on estompe à 1 fois tous les 6 mois. Mais moi, on m'a bien suivi, parce que vu que j'ai tendance à faire des rechutes, on voulait faire en sorte d'être sûr que quand on la laisse partir, c'est bon. C'est pour ça que même pour les voyages, ma pédiatre préférait que je reste du moins en France, pour être sûr qu'il n'y ait pas de complications, que je sois pas embêtée ou quoi. Dès qu'on m'a donné le go, qu'on m'a dit c'est bon, donc première chose que j'ai fait, j'ai repris le sport un petit peu. T'as fait quoi comme sport? J'ai fait du sport en salle. D'accord. J'ai fait du sport en salle. En fait, on apprend à se découvrir. À se découvrir, à faire ce qu'on aime. C'est très étrange, parce que du coup, quand t'es malade, tu peux, en fait, des fois la maladie c'est mental. Des fois ça peut rester dans la tête. Du coup, faut que tu te débarrasses de certaines habitudes, parce que par exemple, j'ai fait du sport et j'avais peur après d'avoir une douleur. Je me suis dit. Parce que tu es encore dans ta posture de malade. C'est ça. Parce que là, tu n'étais plus malade. C'est ça. Et il faut s'enlever ça de l'esprit, de la tête, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un combat psychologique. C'est ça, c'est un combat psychologique, parce que j'avais encore peur. Je me suis dit, j'avais énormément peur d'une nouvelle crise. C'est un traumatisme en fait.
parce que les crises ont... Comment tu fais pour vaincre ces traumatismes, du coup? Avec le temps. Le temps a été... Avec le temps. A été, du coup, a aidé à surmonter cela, d'accord. C'est ça, avec le temps. Donc, tu reprends le sport. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je vis. Je vis sans me soucier du... En fait, je me suis dit, ah donc, c'est comme ça que les gens y vivent? Ah donc, c'est comme ça. En fait, je me suis vraiment... J'avais l'impression de renaître. Je me suis dit, donc c'est ça, avoir la santé. Mais c'est un cadeau, mais c'est tellement bien. J'étais heureuse, mais tous les jours, j'étais tellement heureuse. Donc là, tu vis ta vie à pleines dents. C'est ça. Pour moi, c'était très étrange de pas aller à l'hôpital. C'était super bizarre. Et je disais, c'est ça la vie. Et j'étais trop heureuse. Donc j'ai commencé à voyager. Vu que j'ai eu le droit de voyager en 2023, pour être plus précise. J'ai commencé à voyager. T'as quel âge en 2023? 21 ans. Donc à 21 ans, oui. Tu reprends le goût de la vie. Premier voyage, tu vas où? Premier voyage, c'était aux États-Unis. Donc tu vas aux États-Unis, waouh. Oui. Donc premier voyage, c'était aux États-Unis. Et après, j'ai continué vraiment. J'ai passé une bonne année à voyager. Ensuite, j'ai commencé à redécouvrir mes passions parce que j'aime énormément les réseaux sociaux. Et quand j'étais malade, je me voyais pas poster ma vie sur les réseaux sociaux. Tu te sentais un peu comme un être vulnérable. C'est ça. Et je voulais pas, tout simplement, ni attiser la pitié ou autre. C'était vraiment mon combat. Donc, j'étais dans ma bulle. Et maintenant que mon combat est terminé, je peux vraiment faire ce que j'aime. Donc, tu te repassionnes pour les réseaux? Je me repassionne pour les réseaux, je sors et je commence réellement du coup à vivre ma vie. Je peux manger du coup comme je veux. J'ai plus de restrictions. J'ai plus de restrictions. Donc ça c'était vraiment le bon côté. D'accord. Donc si je reprends Azilis, donc à 21 ans, tu reprends un peu ta vie que tu as vécue du coup de tes 6 ans à tes 13 ans. C'est ça. Donc soucieuse de rien. Tu vis comme si tu n'étais plus malade, parce que de toute façon, tu ne l'es plus à partir du moment où tu as reçu cette greffe. Tu sais, dans l'émission À cœur ouvert, on a la possibilité de témoigner totalement durant toute l'émission, de manière anonyme. Mais il y a une partie où, si des personnes le souhaitent, peuvent révéler leur identité. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est que nous arrivons à la partie de l'émission où tu peux révéler ton identité. Est-ce que tu souhaites rester dans l'anonymat ou tu souhaites révéler ton identité? Alors, je souhaite révéler mon identité. Donc, elle souhaite révéler son identité et vous allez donc découvrir cette personne qui vient de témoigner de comment elle a été malade depuis sa naissance de la drépanocytose, qui a donc eu une greffe qui l'a permis de sortir de cette maladie et qui aujourd'hui, par le biais de sa foi, par le biais du corps médical et avec l'aide de sa famille, est totalement guérie de la drépanocytose et qui est en bonne santé. Du coup, tu as décidé de révéler ton identité. Je te remercie et je vais te laisser rapidement te présenter face à la caméra. Salut tout le monde, je m'appelle Azilis, j'ai 23 ans actuellement et je suis ici pour donner mon témoignage par rapport à la drépanocytose, comment je l'ai vécu, ses tenants et ses aboutissants. Très bien, du coup, on tend vers la fin. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui, comme toi, ou qui ne connaissent pas la drépanocytose? Quel message aimerais-tu faire passer aujourd'hui sur le plateau de À cœur ouvert? Alors, le message que j'aimerais faire passer pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est essayer de vous renseigner par rapport à cette maladie qui, je trouve, est très souvent oubliée ou pas forcément connue. Pourtant, ça touche énormément de personnes, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et c'est une maladie qui, même si de l'extérieur, on le voit pas, c'est un handicap qu'on ne voit pas, c'est une maladie qui est très, très traumatisante et très difficile. Parce que c'est vrai qu'un jour, on peut être bien
et le lendemain avoir une crise de douleur et être complètement au bord de la mort en fait. Et généralement, les personnes qui ne connaissent pas ne comprennent pas trop. Du coup, je vous invite à vous renseigner par rapport à ça. Et pour les personnes qui ont cette maladie, je vous invite à être forte et à se dire que vous verrez toujours le bout du tunnel à la fin et de s'accrocher. Même si je sais que c'est difficile, faut toujours garder le mental. J'ai une autre question. Du coup, si j'ai bien compris, ta maman t'a fait un don de ces cellules qu'on t'a greffées. Est-ce que ces dons-là peuvent être faits par d'autres personnes qu'un membre de sa famille? Est-ce que c'est des dons comme des dons d'organes qui se font? Alors non, c'est seulement des membres de ta famille qui peuvent faire cela. Et il faut savoir que moi, j'ai fait une haplogreffe. Une haplogreffe, c'est-à-dire que ma donneuse, donc ma maman, n'était pas compatible à 100%. Elle était compatible qu'à 50%. Du coup, ça veut dire que c'est plus risqué. Mais généralement, les frères et sœurs peuvent être compatibles, même plus que les parents. D'accord. Voilà. Donc, si vous êtes un frère et sœur ou un parent d'une personne qui est atteint ou atteinte de la drépanocytose, n'hésitez pas à vous renseigner et vous rapprocher du corps médical pour pouvoir éventuellement faire un don pour une greffe, ce qui permettrait en tout cas de sauver votre frère, votre sœur, votre enfant de cette maladie. On va du coup se quitter très rapidement. Quel message, quel remerciement aimerais-tu faire passer sur ce plateau? Alors déjà, merci de m'avoir invitée. Nous te remercions. Ça me fait plaisir. Et je suis là pour pouvoir partager mon histoire, mais aussi donner de l'espoir qu'il y aura un lendemain meilleur. Ce que je souhaite à tous ceux qui sont atteints de la drépanocytose, et surtout qu'on ne vous oublie pas que cette maladie, on doit en parler, on doit se tenir au courant, s'informer, et également pour éviter de faire à nouveau notre génération ou autre des enfants qui auront la drépanocytose, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Je conseille aux parents de pouvoir se faire tester avant de donner l'avis. Ça, c'est toujours important. Et évidemment, se renseigner par rapport à la maladie afin d'aider les drépanocytaires à être mieux compris et à être mieux pris en charge. Très bien. Et que dirais-tu à du coup la Azilis d'il y a du coup de tes 13 ans? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme message là? Je lui dirais, on a vu le bout du tunnel. On a vu le bout du tunnel et on a réussi. Waouh. Très émouvant. Chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi ce témoignage qui est très émouvant. Nous avons eu la chance d'avoir une personne qui est venue témoigner et qui a décidé de révéler son identité. Je sais que la drépanocytose est une maladie en tout cas qui me touche personnellement, ayant un membre de ma famille qui est atteint de cette maladie. Je reconseille, comme Azilis a pu vous dire, chers futurs parents, n'hésitez pas à vous faire tester, à vous rapprocher du corps médical afin de faire les examens exacts, afin d'éviter de pouvoir concevoir des enfants qui seront atteints de la drépanocytose. Moi, je remercie tout l'ensemble du FF Média. Yapatou, Rosemary, Eran Gregoria et j'en passe, toutes les personnes qui travaillent de manière de près ou de loin afin que cette émission puisse voir le jour et puisse continuer dans sa pérennité. Je remercie du coup également la production, toutes les personnes qui envoient leurs témoignages. Si toi derrière ton écran, tu souhaites également venir apporter ton témoignage afin que ça puisse édifier, ça puisse fortifier une personne ou ça puisse tout simplement sortir une personne également de son ignorance, n'hésite pas à nous contacter via nos réseaux sociaux, via YouTube en commentaire, via Instagram, FF Média. N'hésite pas à nous partager ce témoignage-là au numéro de contact qui te sera donné à la fin de l'émission. As-tu des remerciements à faire passer, Azilis? Alors, je remercie Dieu déjà pour avant tout parce que grâce à lui, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Il ne m'a jamais abandonnée et il a toujours tenu ses promesses.
Je remercie le corps médical qui m'a toujours soutenue et accompagnée et grâce auquel je suis en pleine santé à l'heure actuelle, ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenue, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les infirmiers, les infirmières, les médecins, tout le monde. Je remercie pour le soutien moral également. Et j'aimerais également vous dire que j'ouvre une association qui va s'appeler Le Bien Adi contre la maladie. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit ou autre, de venir me contacter sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram azilis.glow ou sur TikTok azilisglow. Merci beaucoup en tout cas Azilis de ta présence de nous avoir honoré de ta présence sur le plateau d'À Cœur Ouvert, et nous nous disons rendez-vous au prochain épisode pour un témoignage encore plus poignant. Bye bye.